Bonjour et bienvenue dans les coulisses de la littérature, le podcast pour tous les aficionados de l'encre et de la plume. Je m'appelle Anna et je suis autrice, éditrice et passionnée de lecture depuis toujours. Dans ce podcast, je vous partage des anecdotes littéraires pour redécouvrir les chefs-d'œuvre de la littérature et leurs auteurs sous un nouvel angle, mais aussi une mise en perspective de certaines problématiques actuelles de la littérature. Alors, prêt à entrer dans la secte des adorateurs de mots avec moi ? Bonjour et bienvenue dans les dessous de la littérature, le podcast qui met chaque semaine à l'honneur une grande figure de la littérature. Et cette semaine, revenons sur une figure à l'immense postérité et qui pourtant n'est pas vraiment connue pour son apport à la littérature française. Je veux parler d'Olympe de Gouges. Vous savez, cette révolutionnaire qui rédigea pendant la Révolution française la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en septembre 1791 et qu'elle dédicaça d'ailleurs à Marie-Antoinette avec ce fameux poncif « La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter sur la tribune ». Des propos malheureusement prophétiques puisque c'est précisément guillotinée qu'elle finira ses jours le 3 novembre 1793, âgée de 45 ans. Alors revenons quelques instants sur les grandes dates de sa vie avant de s'appesantir sur l'anecdote du jour, si vous le voulez bien, chers auditeurs. Olympe de Gouges s'appelle en réalité Marie Gouze et elle naît à Montauban en 1748 au sein de la culture et de la langue occitane. Si elle est élevée par un boucher, elle est la fille illégitime du poète et dramaturge Jean-Jacques Lefranc de Pompignan et d'Anne-Olympe Mouisset. Mariée de force à 16 ans à un officier, Louis-Yves Aubry, elle aura la chance, dans sa malchance, d'être veuve à 17 ans. Et là commence seulement sa liberté. Le veuvage lui permet une indépendance qu'une jeune femme de son âge n'aurait autrement jamais pu espérer. Et c'est précisément à partir de la mort de son époux qu'elle se met à rêver d'une nouvelle vie. Elle se drape désormais du nom d'Olympe de Gouges et s'installe à Paris au début des années 1770. Elle mourra, comme je le disais, guillotinée en 1793 en raison de ses écrits anti-jacobins, c'est-à-dire finalement anti-robespierristes, et absolument pas, comme on le voit souvent, pour son engagement militant et féministe. Enfin, militant en quelque sorte, mais féministe, en tout cas c'est pas vraiment ce qui prévaut. Non, c'est plutôt ses convictions de monarchiste constitutionnel et son engagement farouche à l'endroit des Girondins et contre les Jacobins qui entraînera son exécution. Cela étant, et malgré cette vie tourmentée, ce que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est plus précisément la manière dont la postérité revisite une œuvre et une personnalité pour la refaçonner selon l'angle qui lui convient. Olympe de Gouges est désormais surtout connue pour la Déclaration de la femme et de la citoyenne, on l'a vu, et je ne dis pas là qu'elle ne le mérite pas. Mais seulement voilà, elle n'aurait probablement pas été d'accord avec la hiérarchie que nous avons établie dans son œuvre. En effet, Olympe de Gouges se considérait surtout comme une dramaturge. Celle que l'on connaît aujourd'hui pour son engagement politique et féministe était également autrice de pièces de théâtre et elle en écrira plus d'une trentaine au cours de sa courte vie. Écrivant mal le français puisqu'elle était native d'Occitanie, il est probable qu'elle ait eu recours à la dictée pour l'écriture de ses pièces. Ce qui ne l'empêche nullement de faire paraître dès 1786 sa première pièce, L'homme généreux, suivi du mariage inattendu de Chérubin qui fait écho à la pièce de Beaumarchais. Mais un combat virulent, comme Olympe de Gouges seule sait si bien les mener, l'opposera à la Comédie Française et aux colons, qui refusent farouchement l'une de ses pièces, Zamore et Mirza. Et oui, car Zamore et Mirza est une pièce sur l'esclavage, revêtant un caractère abolitionniste explicite, ce qui ne plaît pas vraiment à quelques aristocrates influents qui avaient des intérêts dans le commerce triangulaire, et qui réussirent à faire différer la pièce, puis carrément à l'annuler au bout de la 3e représentation. Ils publieront même une lettre à Madame de Gouges. Pour la plupart, il s'agissait de propriétaires terriens de Saint-Domingue et de la Martinique, qui louaient à l'année des loges coûteuses au sein du théâtre de la Comédie Française. Autrement dit, le théâtre était tributaire de ces mêmes aristocrates et de ces mêmes propriétaires terriens pour ses recettes. Ce qui explique que les comédiens n'étaient pas forcément hyper investis dans le fait de tourner la pièce. Or, évidemment, voir des protagonistes d'une pièce de théâtre être deux esclaves, et voir des blancs, des français, en l'occurrence les personnages de Sophie et Valère dans la pièce, prendre leur défense, à eux, Zamore et Mirza, qui démontrent leur hauteur d'âme bien plus que le juge et les autres défenseurs des colonies, c'était plus que certains ne pouvaient en supporter. Ce qui conduit Olympe à souligner, comme toujours en faisant appel à l'humanité de ses lecteurs, qu'il est drôlement ironique que ce soit précisément pendant la Révolution française, triomphe s'il en était des idéaux du siècle des Lumières, que puisse perdurer, voire être défendu, le système inique de l'esclavage. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle figure de la littérature.